tous et bienvenue à cette conférence EuroAPI, une chimie durable au service de la santé, donc, avec les étudiants de Chimie ParisTech et EuroAPI. Alors, EuroAPI, c'est une société nouvellement créée qui est issue de Sanofi Chimie et qui est au premier rang des API à petites molécules. Alors, les API, c'est les principes actifs pharmaceutiques. Et voilà, c'est du coup une nouvelle société, mais qui se distingue par ses capacités d'innovation et de R&D, recherche et développement. Et EuroAPI est le parrain de la promotion 2024 de Chimie ParisTech, qui est une grande école de chimie, l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Et du coup, aujourd'hui, pour cette conférence, nous avons le plaisir de recevoir Sylvia Cabriac-Rive, ainsi que Vincent Touraille d'EuroAPI, et la participation de Vincent, Raphaël et Valentin de Chimie ParisTech. Donc, merci à vous et je vous laisse pour la conférence. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le village de la chimie, c'est probablement pour chacun d'entre vous une première. Eh bien, sachez que c'est également une première pour EuroAPI. Comme on vous l'a dit, c'est une société qui vient de se créer et c'est notre première participation au village de la chimie. Donc, on vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui, à la fois pour ceux qui sont avec nous en salle et ceux qui regarderont à distance cette conférence. Comme vous voyez le titre, c'est vers une chimie durable au service de la santé. Et nous avons voulu, de façon un peu, voilà, on a testé aujourd'hui au moment de vous concocter un programme, comme c'est le propos introductif, un programme qui a été fait à plusieurs mains et qui va être du coup qui a été composé à plusieurs mains, qui va être déclaré à plusieurs voix, puisque comme dit sur la slide, je ne vais pas être toute seule dans mon pays, donc je suis en charge des affaires publiques, mais avec moi, il y a Vincent Touraille, qui est comité de direction de mon pays en charge de la transformation, Vincent Portalini, qui est également chez EuroAPI et qui travaille sur un site industriel à Saint-Aubin-les-Alpes en Normandie, il est venu exprès aujourd'hui et pour la chimie. Et puis, on a fait des étudiants avec nous, Raphaël et Valentin, de Chimie ParisTech. Et comme ça a été précisé, pourquoi on a fait? Nous avons fait deux anciens étudiants de Chimie ParisTech, en l'occurrence les deux Vincent, et deux étudiants de Chimie ParisTech, qui ensemble vont vous présenter en effet notre métier. Et j'espère, et on espère tous, vous donner envie de rejoindre le monde de la chimie en santé. Avant de rentrer dans les détails, je pense, et je vais du coup appeler Vincent et Valentin, je pense que la première des choses, on va commencer par le début de l'histoire et vous expliquer où est-ce que l'activité de EuroAPI se situe dans la production d'un médicament. Et je vais demander à Vincent et à Valentin de traiter cette première partie de conférence. Alors, je vais commencer. Alors, on se situe dans toute la partie fabrication chimique du principe actif. Le principe actif, c'est l'élément essentiel du médicament. Sans principe actif, il n'y a pas de médicament. C'est ce qui confère la propriété au médicament. Et vous voyez qu'après, après le principe actif, la fabrication du principe actif, on va en faire la galénique, c'est-à-dire qu'on va mélanger avec des excipients, et puis ça va devenir une gélule, ça va devenir un cachet, ça va devenir un sirop, et après il y a toute une phase de commercialisation, de distribution pour aller vers le patient. Alors, nos activités en tant que principe actif pharmaceutique, on regroupe des principes actifs qui sont extrêmement importants. On fait des antidouleurs, des vitamines. Alors, la vitamine B12, elle bosse. En termes d'antidouleurs, on a par exemple tous les dérivés morphiniques, la morphine, la codéine, tous ces produits qui aident à l'hôpital et en ville à supporter la douleur. On a les antibiotiques qu'on appelle aussi anti-infectieux, les corticostéroïdes qu'on utilise souvent et énormément de médicaments, des prostaglandines, enfin énormément de principes actifs, plus de 200 principes actifs, on le verra. Et ce que l'on offre en termes de société, c'est évidemment la commercialisation de ces produits, c'est l'affinage de ces produits, parce que vous savez que quand vous les micronisez,
quand vous les mettez sous forme de nanoparticules, elles sont plus facilement assimilées par les patients, mais également, vous pouvez les séparer. On utilise beaucoup de technologies de séparatifs, de chromatographie et autres. Enfin, on vous expliquera ça sans doute ultérieurement. Mais l'EURAPI offre un service absolument complet de presque toutes les technologies qui existent en chimie et autour de la chimie pour fabriquer des principes actifs. Alors, la société en tant que telle, comme on l'a dit précédemment, elle est issue de Sanofi Chimie. On a regroupé un certain nombre. La chimie n'est plus au cœur des préoccupations des laboratoires pharmaceutiques et au contraire, ils attendent des sociétés de fabrication de chimie qu'elles soient extrêmement pointues. Donc Sanofi a souhaité sortir de la chimie, introniser l'EURAPI en quelque sorte pour qu'elle devienne une société internationale et qu'elle fasse bénéficier du reste Sanofi, qui reste un de nos actionnaires, de toutes les technologies qu'il peut y avoir au niveau chimie et qu'on est en capacité d'acquérir. Donc la société EURAPI, il y a 6 sites de production. Il y en a un en Italie, à Brindisi, 2 en France, à Vertolaye et à Saint-Aubin-les-Elbeuf, un site en Angleterre, un site en Allemagne, à Francfort, et un site en Hongrie, à Újpest. Donc, ces 6 sites de fabrication qui font un peu plus de 200 molécules actives représentent à peu près environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait de nous le plus grand fabricant mondial de petites molécules et un des leaders mondiaux de ces principes actifs. On a 3350 collaborateurs et on vend dans plus de 100 pays. On est très présent, que ce soit aux États-Unis, au Japon, mais dans tous les pays d'Asie, en Europe bien entendu, en Amérique du Sud. Et puis, on a un siège social qui se trouve tout près de la gare de Lyon. Je vais laisser la parole maintenant à Valentin qui va vous parler, et j'appuie sur le petit bouton, des principes de la chimie. Merci beaucoup. Du coup, la chimie, alors en tant qu'étudiant, nous, et comme vous aussi dans la salle, on l'apprend souvent, c'est un ensemble de réactions. En fait, on se rend compte assez vite que c'est pas une seule réaction isolée, mais c'est souvent une multitude de réactions qu'on doit mettre en œuvre pour arriver au produit final. Et donc, comment ça se passe en réalité? Donc, c'est un peu comme la cuisine, c'est-à-dire qu'on va pas tout mettre dans un bol et on va mélanger et on va prier pour que ça marche. Là, on va vraiment étudier au début les différents réactifs qu'on va vouloir mettre, savoir si ils sont stables à des températures, s'ils brûlent, par exemple, s'ils sont compatibles entre eux, hein, si on fait exploser le bol ou le laboratoire, c'est embêtant. Du coup, on va vraiment étudier tous les différents réactifs qu'on va mettre ensemble pour pouvoir réaliser la réaction. Et du coup, une fois qu'on a fait toutes ces réflexions, on peut réaliser une réaction chimique. Et cette réaction chimique, elle va nous mener à un produit souhaité, ça c'est ce qu'on espère, mais aussi à d'autres sous-produits. Donc là, par exemple, on a l'exemple de la synthèse de l'aspirine, donc l'acide salicylique, à partir de 2 réactifs. Et on voit aussi que cette synthèse amène à certes l'aspirine, mais aussi un autre sous-produit. Donc, ce sous-produit, il va falloir le séparer de l'aspirine, qu'on va isoler, évidemment. Et donc, pour ça, on va utiliser plein de méthodes de séparation, que ce soit des extractions, des filtrations ou des évaporations. Et une fois que ces produits sont isolés, on va enfin, dans un dernier temps, purifier notre produit parce que, comme ça a été dit précédemment, notamment chez EURAPI, mais dans toute l'industrie pharma, on va vraiment réaliser des molécules qui ont un but thérapeutique par la suite, donc des molécules qui doivent être très pures pour qu'il n'y ait pas de produits qui puissent être néfastes pour le patient. Donc là, en l'occurrence, on a de l'acide acétique en sous-produit, donc c'est comme du vinaigre, donc ça n'est pas toxique, mais parfois certaines réactions peuvent amener à des produits toxiques, donc c'est très important, la purification, que ça passe par une recristallisation, une chromatographie ou une distillation. Et donc, voilà. Merci pour cette première séquence. À vous deux.
Donc, vous avez vu cette première séquence, elle vous montre à la fois l'activité d'EuroAPI dans la première partie de la production en fait, d'un médicament. Et comme vient le rappeler Valentin, les principes de la chimie amènent, et c'est l'exemple que l'on vous donne dans cette slide, là vous avez l'exemple, comme vous l'a dit Vincent, d'un site qui est localisé en France, le site localisé à Vertolaye en Auvergne. Donc, c'est un site qui fait 17 hectares. Pourquoi 17 hectares? Vous allez voir qu'on fait un certain nombre d'activités. C'est vraiment le principe de la chimie. On va avoir une activité de production, on va avoir une activité de qualité, on va avoir une activité de tout ce qui est station d'épuration et de tout ce qu'on va retrouver en fait, du traitement de solvants qu'on va avoir au niveau de la chimie. Et puis, on a également des activités de sécurité. Il y a pas mal de collaborateurs qui travaillent sur le site, il y a le restaurant également. Donc, tout cela pour vous dire que le site industriel de nos pays, c'est l'infrastructure et l'activité et les différents départements qu'on va retrouver sont liés au principe de la chimie que Valentin a précisé. Maintenant, une fois qu'on a cette première partie qui vous présente où est-ce qu'on se situe dans la chaîne, quelles sont les particularités de l'EuroAPI, je vais inviter le docteur Vincent et Raphaël à rentrer beaucoup plus dans le détail et vous montrer chaque partie et on va commencer par la production. Merci Sylvia. Donc effectivement, à ce stade, je pense que c'est intéressant de décortiquer un peu ce qu'est, ici pour qu'on m'entende, ce qu'est un procédé industriel. Donc en fait, si on reprend l'exemple du site de Vertolaye, donc on a un peu plus d'une dizaine d'opérations unitaires qui sont menées. Donc une opération unitaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une étape de tout le procédé. Donc une étape, ça implique des équipements, des machines qui soient spécifiques, mais qui dit machine spécifique dit évidemment une main-d'œuvre, des personnes qui savent se servir de ces machines et qui les pilotent. Donc là, à l'écran, vous pouvez voir un petit listing, enfin, c'est pas exhaustif, hein, des instruments, des appareils, des étapes qui sont mises en œuvre sur le site de Vertolaye. Donc on a d'abord le réacteur. Donc le réacteur, qu'est-ce que c'est? Si vous faites des crêpes, ça va être votre saladier. Ensuite, bon, c'est un gros saladier, hein, parce que quand même, ça fait 25 mètres cubes, voilà, 25 000 litres, il y a de quoi après, faut y aller. Il y a des étapes de précipitation, donc c'est en fait quand notre composé d'intérêt il est dans une phase liquide, nous, ce qu'on veut récupérer derrière, c'est une poudre. Donc on a des technologies qui nous permettent d'extraire en fait cette poudre pour se débarrasser de toute la partie liquide. Donc là, vous voyez aussi sur le côté, il y a les flux, hein, les intrants de solvants, les évacuations des effluents vers l'épuration. Donc on a notamment des étapes d'essorage. Donc alors l'essorage, c'est comme si vous voulez vous faire de la salade, vous allez l'essorer. C'est pareil, mais encore une fois, à beaucoup plus grande échelle. Le séchage, c'est un peu votre cuisson. Le stockage, c'est votre petit plat où vous avez vos crêpes et vous les mettez en attendant de les manger. La dissolution, voilà, quand vous faites des crêpes, vous avez le lait. Le lait, ça va être votre solvant et vous allez ajouter du sucre, de la farine. Et à la fin, vous avez une pâte qui est bien fluide, bien liquide. Voilà, c'est ça une dissolution. Bon, la filtration, on la rencontre un peu moins pour faire des crêpes, mais voilà, là, c'est l'inverse en fait de la précipitation. Vous allez vouloir garder le liquide, et donc en fait, votre poudre, généralement, elle reste dans un filtre. C'est comme quand vous faites du café. La distillation et la cristallisation, là, bon, pour trouver des étapes de cuisine, c'est un peu moins évident. Mais bon, la distillation, c'est comme ça, par exemple, qu'on extrait des matières intéressantes de plantes ou qu'on purifie en fait certaines molécules. On retrouve encore une fois des essorages, des séchages qui sont un peu différents. Et finalement, on a notre produit pur et on le stocke jusqu'à ce qu'il parte chez notre client. Donc là, les étapes, c'est pas forcément évident de se rendre compte, mais en fait, la taille des installations, c'est assez énorme. Donc bon, les réacteurs qui font 25 000 litres, c'est dur de se rendre compte. Nous, sur Elbeuf, on a des fermenteurs qui font 300 mètres cubes. Donc 300 mètres cubes, qu'est-ce que c'est? C'est un dixième d'une piscine olympique qui fait 3 mètres de profondeur, 50 mètres de large et 25 de... Donc ça fait des belles bêtes. Toutes ces installations, elles sont énormes et il faut les faire tourner. Donc, on appelle ça des cycles de production. Donc, on va au début, donc on est au début de notre étape, et on va à la fin. Sauf que tout ça, c'est des processus qui sont longs, plus ou moins longs, donc ça peut aller de quelques heures jusqu'à plusieurs jours, voire la dizaine de jours. Et donc, on a des équipes qui vont se relayer pour avoir une production en continu, donc des équipes de jour, des équipes de nuit. Tout ça, c'est organisé pour assurer le bon déroulement du procédé.
Et au sein de ces équipes, on va retrouver toute une gamme de profils. Donc, si j'en cite quelques-uns avec différents niveaux de qualification, on va avoir les agents de production. Donc ça, c'est des métiers qui sont accessibles après des formations professionnelles, par exemple un bac pro avec des spécialisations dans l'industrie. Ensuite, on retrouve les postes de niveau technicien, où là, on sera plus sur des formations de BTS, de BUT. Donc, selon les étapes, ce sera des formations plus en biochimie, en génie chimique, ou alors en laboratoire, en métier du laboratoire. Et ensuite, on retrouve les fonctions ingénieur, docteur, où là, on sera sur des niveaux master ou bac plus 8. Donc, si je reprends l'exemple de l'agent de production, eh ben, son rôle, ça va être de réaliser l'étape souhaitée en ayant en fait pris toutes les bonnes précautions pour que tout se passe sans encombre, donc que la machine fonctionne bien, que le produit de départ donne bien le produit d'arrivée. Donc là, on a vu que on avait une production qui était industrielle, et le risque, là, ce serait de se dire, oui, de toute façon, on a des gros volumes, donc on fait tout ce qu'on veut et ça va bien se passer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles de qualité et de sécurité qui sont fondamentales. On ne peut pas passer à côté. Et nous, on se doit d'être intransigeants sur ce sujet, c'est-à-dire que c'est une priorité du quotidien. Donc, comme toutes les industries de santé, on doit répondre à toute une batterie de standards. Les standards qualité, en fait, c'est des normes qui régissent un peu tout ce qu'on fait. Typiquement, pour les opérations de production, si on prend un produit, un principe actif, on va être capable de tracer toute sa vie à chaque étape de la production. Et ça permet en fait d'assurer que tout s'est bien passé et que le produit est vraiment conforme aux attentes. Ça peut paraître contraignant, ça l'est, mais c'est un niveau indispensable pour fabriquer des produits de santé. Ensuite, un autre point qui est vraiment fondamental, c'est garantir la sécurité de nos installations, de nos employés, mais aussi de l'environnement. Pour ça, si j'en avais parlé, il y a des stations d'épuration sur chacun de nos sites. Et si je reprends le site où je suis basé à Elbeuf, eh bien, la station d'épuration, elle est dimensionnée pour traiter les eaux d'une ville d'une centaine de milliers d'habitants, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Mais en fait, elle traite uniquement les effluents de l'entreprise. Donc, ce qui ressort de l'entreprise, c'est directement traité dans la station d'épuration. Alors, vous avez peut-être en tête l'image de la chimie un peu voilà, polluante, sale, mais en fait, j'avais aussi cette image-là avant, et quand on regarde un peu ce qui se passe sur nos sites, eh bien 99% des solvants qu'on utilise, ils sont régénérés, ils sont recyclés. C'est-à-dire qu'on utilise le même, on le nettoie, et hop, il repart. Alors évidemment, il y a un tout petit peu de perte, donc des fois, il faut en reprendre du neuf, mais c'est vraiment un cycle fermé, et on réutilise le solvant une fois, deux fois, des dizaines de fois, pour limiter justement notre impact. On l'a une fois, mais on ne le répète pas après, donc finalement, ça le dilue. Après, vous allez me demander, ou alors vous ne me le demanderez pas puisque je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il faut pour faire ces métiers? Comment je sais que c'est pour moi? Eh bien, typiquement, les métiers du contrôle, là, il faut aimer contrôler et un peu préserver, que ce soit l'humain, l'environnement. Ça, c'est vraiment des mots-clés. Donc, des exemples de métiers, ça va être technicien de laboratoire. Donc, il va contrôler les matières premières qui rentrent, les produits qui sortent de l'usine, ou encore la gestion de tous nos effluents. C'est bon. Donc là, je vous ai parlé de la fonction production, qualité, hygiène. Donc ça, c'est des fonctions un peu dont on a bien conscience quand on parle de l'industrie. Mais il existe aussi une multitude de fonctions support. Donc il y a par exemple la supply chain, c'est la logistique. Comment je fais pour gérer mes flux à temps, donc mes flux entrants, mes flux sortants vers le client final. Ensuite, on a des fonctions réglementaires, affaires publiques, juridiques, communication, tout ça, en fait, on travaille dans un contexte qui évolue. Et donc, cette évolution, il faut la suivre. Sinon, on va se retrouver sur la touche et il y aura des problèmes réglementaires. Évidemment, une société, ça tourne avec des humains, donc il y a la fonction ressources humaines qui gère tout le personnel. La fonction recherche et développement, donc c'est ce que je fais, donc je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce ne serait pas très équitable pour mes collègues, donc je vous invite à venir au stand après si vous voulez en discuter. Et ensuite, on a toute une autre famille donc, qui va reprendre les fonctions stratégie, marketing, commercial, finance. Et donc, parce que oui, on est une entreprise, donc ça reste un maillon de la chaîne, donc il faut penser à ces aspects-là. Donc, c'est autant de métiers en fait qui gravitent autour de la chimie, sans forcément être derrière une paillasse de laboratoire. Donc, on travaille dans la chimie sans faire de chimie, finalement. Okay. Donc là, je vais m'attarder un petit peu sur le profil de mon collègue Yannick, que vous pourrez également rencontrer sur notre stand.
Donc, au début, Yannick, il a fait une formation en chimie, donc c'est un DEA, bon, maintenant, ça s'appellerait un master. Et ensuite, il s'est perfectionné dans le domaine du commerce et du marketing. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour insister sur le fait qu'on peut travailler dans l'industrie chimique sans faire de la chimie. Bon, si vous avez un profil chimie, en fait, c'est coup double parce que ces profils sont vraiment transverses, c'est-à-dire que vos interlocuteurs, si vous êtes commercial, vous allez vendre vos produits à des gens techniques. Donc, si vous avez déjà un cursus orienté chimie, vous allez parler le même langage. Et du coup, pour vous, ce sera beaucoup plus facile d'arriver à votre but. Donc, ça, c'est vraiment un gros intérêt pour les industriels. Encore une fois, hein, je vais couper sur Yannick. N'hésitez pas à passer sur le stand si vous avez un peu la fibre à la chat. Ça peut être fait pour vous. Hop. EuroAPI, comme le disait Sylvia, c'est une entreprise qui est récente, mais qui se veut socialement responsable. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chez nous, on le décline en 3 piliers fondamentaux. Le premier, ça va être un engagement sur la fiabilité et la qualité de nos produits. C'est-à-dire qu'on veut répondre aux besoins des patients aujourd'hui et surtout demain. On ne peut pas se permettre d'avoir un produit qui soit douteux. Le but du médicament, c'est de sauver, pas l'inverse. Le deuxième pilier, ça va être minimiser notre impact, notre empreinte sur l'environnement. Donc ça passe par des procédés innovants, parce que bon, les procédés, ils existent depuis les années 60, hein, mais vous vous doutez bien qu'à l'époque, ce n'étaient pas les mêmes problématiques. Et donc aujourd'hui, on va vraiment tout mettre en œuvre pour réduire notre impact, nos impacts sur tout l'environnement. Et donc pour ça, on met en fait en œuvre les principes de la chimie verte, et j'invite Raphaël à les présenter. Du coup, vous le savez sûrement, mais la chimie, elle est présente partout, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Et elle s'est développée à partir du XXe siècle environ. Dans tout ce que vous avez autour de vous, il y a au moins une étape qui a rapport avec la chimie. Donc, par exemple, dans vos téléphones, les batteries, il y a de la chimie dedans. Les sièges sur lesquels vous êtes assis, c'est du plastique, je crois. Donc, il y a de la chimie aussi. Tout ce qui est cosmétique, par exemple, pour la peau ou quoi, c'est de la chimie. Donc, c'est vraiment présent partout. Mais il ne faut pas avoir une image négative de la chimie, comme le disait Vincent. C'est pas que de la pétrochimie, c'est pas que du plastique. Et même actuellement, justement, on essaye de développer la chimie pour que ce soit plus durable. Et c'est avec ce contexte-là que s'est développée la chimie verte. Donc, qu'est-ce que c'est la chimie verte? La chimie verte, ça a pour but de concevoir et de développer des produits et des procédés chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses. Donc, alors ça, c'est une définition qui est un peu barbante. Mais qu'est-ce que c'est en vérité? Alors, c'est basé sur 12 principes que je ne vais pas vous énumérer parce que il y en a beaucoup, mais ils sont tous indépendants. Et le but, c'est de polluer le moins possible tout en continuant à utiliser la chimie comme on le fait aujourd'hui, puisqu'elle est nécessaire. Par exemple, pour faire une crème cosmétique plus durablement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait minimiser le nombre d'étapes qu'on a dessus. Donc ça peut jouer sur, par exemple, le principe appelé économie d'atomes. On peut jouer aussi sur les solvants. Donc, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est un solvant en chimie. Donc, c'est un liquide dans lequel se produit la réaction. Donc, comme il le disait Vincent, on peut les réutiliser. Donc, ça, c'est si on n'a vraiment pas d'autres moyens. Mais comme ces solvants sont souvent inflammables ou toxiques, on peut aussi essayer de les changer. Donc, avec l'eau, mais souvent, ce n'est pas possible dans des cas très spécifiques comme l'industrie pharmaceutique. Donc, on peut aussi essayer de créer de nouveaux solvants qui sont plus durables, moins toxiques, moins dangereux et moins polluants. On peut essayer aussi de trouver de nouvelles voies pour faire des réactions, donc en trouvant des produits qui vont être réutilisés. Donc ça s'appelle la catalyse et c'est aussi un des principes de la chimie verte.
En fait, le but, c'est de mettre ces 12 principes côte à côte pour, au final, avoir une chimie plus verte et plus durable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant et le contexte actuel nous pousse à faire ça. Et on est sensibilisé là, pendant des conférences comme ça, mais nous, au sein de notre formation, c'est aussi quelque chose de très important. Par exemple, on a des conférences là-dessus, on fait des conférences là-dessus, mais on a aussi des projets sur lesquels on a pour but juste de trouver des étapes non polluantes pour une synthèse de quelque chose qu'on connaît déjà. C'est juste voir le monde d'une autre manière et de polluer moins. Voilà. Merci Raphaël. Hop. On enchaîne. Donc, je reprends avec les piliers de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, le dernier qui nous restait à évoquer, en fait, il concerne les femmes et les hommes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est crucial d'assurer à tout moment leur sécurité. C'est-à-dire qu'on arrive en bonne santé le matin, on doit repartir dans le même état de santé le soir. Sinon, personne ne viendra travailler. Ensuite, l'entreprise, c'est vraiment un lieu où on est là pour fournir un travail, pour ajouter notre pierre à l'édifice. Et donc, pour ça, on se doit de respecter toutes les diversités, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que tout le monde a sa place. Le travail, il doit être fait, il ne regarde pas qui le fait. Et enfin, Europapi s'engage vis-à-vis des jeunes, de vous. Un exemple concret, c'est le parrainage de la promotion 2024 de Chimie ParisTech. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais bon, ça veut dire quoi parrainer une promotion? Parrainer une promotion, ça veut dire que pendant les 3 années du cycle ingénieur, l'entreprise sera aux côtés de l'équipe enseignante pour animer des ateliers pédagogiques, faire des conférences ou, attention, transition, faire des visites de sites. Donc, donc en fait, voilà, les étudiants ont vraiment pu voir concrètement qu'est-ce que c'est une usine chimique, quelle taille ça a. Donc quand on voit des conduites de 2 mètres de diamètre, on ne s'attend pas forcément à ça quand on a une formation où notre tuyau, voilà, il fait 1 centimètre. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience et donc il faut impliquer les jeunes là-dessus. Sylvia, je te rends la parole. Oui. Merci, timing parfait, hein. Timing parfait. Et donc du coup, voilà, comme on vient de retracer un peu la dernière partie sur le partenariat avec Chimie ParisTech, c'est en effet d'être présent. Là, nous avons des étudiants sur les sites de Normandie. On espère qu'ils sont en pleine forme, le site leur a plu. L'objectif de cette conférence, qui s'est voulu très, très généraliste, est de bien vous montrer les étapes. C'était notre objectif. De bien vous montrer où se situe l'activité de la chimie en santé. C'est un exemple parmi d'autres sociétés que vous pourrez retrouver dans le village. Également, vous montrer un peu ce que nous avons fait et la manière dont on l'a fait. Et je pense que c'est important pour vous en image, de voir ce que c'est qu'un site industriel, de vérifier la manière dont on produit, que sont les qualités, la sécurité, et puis on fait l'engagement en commun, à la fois pour aujourd'hui prévoir notre activité pour aujourd'hui et demain, mais aussi l'impact environnemental que nous avons, comme ça a été présenté dans le principe de la chimie verte, comment je vais consommer d'étapes en chimie et comment je vais aussi maîtriser en fait tout le dégagement. Et puis, en effet, pour terminer, c'est des femmes et des hommes, de l'entreprise, mais aussi au niveau de la société. Et en effet, on espère que dans cette conférence, on va faire de la chimie. Le début des étudiants de chimie ParisTech, on ne sait pas si c'est dans la santé, mais en tous les cas, il existe une partie de la chimie en santé. Et puis, on espère qu'en effet, peut-être, n'hésitez pas, si quelques années plus tard, on vous recroise, on sera heureux de vous retrouver dans le domaine de la chimie en santé et pourquoi pas chez Europapi. N'hésitez pas du temps pour prendre des questions. On a également, si vous souhaitez plus de propos, vous avez pu rencontrer les collaborateurs d'Europapi sur le stand qui est en E20. Et ces collaborateurs, c'est à la fois des collaborateurs de la fonction ressources humaines, mais aussi des collaborateurs qui sont venus depuis la Normandie et depuis le Vendée pour vous expliquer le métier. Donc, je vous encourage à venir nous rencontrer. Certains sont ici dans la salle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
La première question est toujours la plus compliquée, on dit. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Hein. J'ai pas entendu. Ah. Est-ce que vous aimez la science? Est-ce que vous aimez la physique ou la chimie? Ou bien il y en a un en particulier qui est plus facile que l'autre? C'est compliqué. Il y a plusieurs façons. Tu peux prendre le micro. Il y a plusieurs voies pour accéder au métier de la chimie. Donc, soit vous pouvez attaquer par des études généralistes et vous spécialiser plus tard. Donc, si vous vous dites, bah, moi j'aime bien les sciences, par exemple, j'aime bien la bio, j'aime bien la chimie, j'aime bien les maths. Voilà, il y a des cursus universitaires, par exemple, qui vous permettent de mener un peu tout ça de front. Et ensuite, quand vous en savez un peu plus, de vous spécialiser. Si c'est la chimie, tant mieux. Si c'est les autres, bon, c'est pas grave, il en faut aussi. Mais après, bon, on peut se dire, oui, j'ai pas envie d'en prendre pour 5 ans, c'est possible. C'est-à-dire que je sais pas si vous êtes au lycée ou au collège, dès le lycée, en fait, il y a des formations qui sont professionnalisantes pour les métiers, donc certains métiers, le métier de la chimie notamment, mais tous les autres. Et après, il y a des formations type BTS, BUT en 2-3 ans, qui vous permettent encore une fois de garder toujours une approche un peu générale et petit à petit de resserrer vers des métiers où vous aurez peut-être trouvé votre vocation. Tu peux parler sur un micro, je préfère, pardon. Pouvez vous proposer des thèses Est-ce qu'on propose des thèses chiffres? Aucune idée. Alors, je peux répondre. Hein, si... On appelle les amis. Alors, bah... Bonjour. Aujourd'hui, on n'a pas lancé encore de chiffres au sein de EuroAPI France, tout simplement parce que, comme le disait Sylvia, on a été créé au mois de mai, mais ça fait partie des axes que nous souhaitons mettre en place effectivement au sein de l'entreprise. Il faut savoir que EuroAPI, on a plus de 350 chercheurs. Donc, on a beaucoup de centres de recherche et que c'est quelque chose qui se mettra en place très prochainement. On vient d'être créé et donc on met tout ça en branle maintenant. Bon, je vais compléter. Dans mon laboratoire, en fait, on est en train de mettre en place une thèse. Donc moi, c'est une thèse chiffre en chimie analytique, mais donc c'est quelque chose qui intéresse l'entreprise et bon, c'était pas ouf. Mais il y en a d'autres qui vont se mettre en place effectivement au sein du groupe. Et donc le dispositif CIFRE, c'est un dispositif qui est français parce qu'il y a la NRT qui est impliquée dedans, mais rien n'empêche en fait d'aller voir les autres sites, par exemple en Europe, qui peuvent aussi avoir des besoins. Et en fait, généralement, la thèse, c'est le besoin d'un industriel qui rencontre l'envie d'un étudiant. Donc, c'est aussi à l'étudiant d'aller chercher ça. C'est-à-dire que la démarche, donc, des fois, évidemment, le besoin il est tellement évident que l'entreprise va poster l'offre. Mais c'est aussi, souvent, c'est un étudiant qui est motivé et qui dit, ah bah tiens, par exemple, après un stage ou une alternance, moi, ça me dirait bien de continuer avec vous en thèse. Est-ce que ça peut, c'est envisageable et comment après on voit, on avance. C'est une démarche qui se construit à plusieurs. Est-ce qu'il est préférable ou pas de faire une prépa? En fait, il y a plein de métiers dans la chimie et chez EuroAPI, beaucoup de métiers. Faire une thèse ou faire une école d'ingénieur, ça va vous amener quasiment au même endroit. Donc, vous pouvez soit passer par la fac et vous devenez PhD, c'est plutôt ce qui va vous orienter vers la recherche. Ouais. Vous pouvez faire une école d'ingénieur de chimie ou autre
ou une école d'ingénieur tout court d'ailleurs, hein, il n'y a pas des écoles d'ingénieurs de chimie chez Europi, ou aussi faire pharmacie, je vous signale, parce que c'est aussi une formation qui est présente chez Europi. Donc il y a de multiples métiers dans la chimie et dans la chimie fine, et il y a de multiples formations qui vous amènent à ces métiers au sein d'Europi. Si je peux juste me permettre pour compléter les propos de Vincent, c'est, on va dire, il n'y a pas qu'un seul chemin et il y a beaucoup de métiers. Donc, je pense qu'à votre question, est-ce qu'il est préférable de faire une prépa? Si vous voulez faire un diplôme d'ingénieur, certaines écoles d'ingénieurs ne sont pas accessibles qu'avec une école de prépa. Donc, c'est ça qui vous détermine de se dire, en effet, je voulais faire une prépa parce que c'est des écoles d'ingénieurs, de moi, il y a des écoles d'ingénieurs qui sont formées juste après le bac et qui ne nécessitent pas forcément une prépa. Donc, c'est probablement là où et le conseil que vous avez auprès de vos professeurs et les discussions que vous avez, si vous avez les capacités et vous en avez beaucoup, c'est également ça, c'est une prépa n'est pas le Graal pour tout. Mais si ça correspond à votre cursus, ça correspond à votre capacité, ça correspond à l'école, parce qu'elle n'est pas acceptable comme prépa, c'est le chemin. Mais c'est plutôt, il y a plein de métiers et il y a plein de parcours, comme vous l'avez vu dans chez Europi, ici de la mais on a aussi sur le stand différents codes de métier. Et je vais poser une question à Vincent. Vincent, tu as un parcours très riche. Alors, c'est à Vincent, et il a fait des codes de chimie par école, comme vous l'avez dit. Mais tu as fait des métiers, tu as fait combien de métiers dans le parcours professionnel? J'en ai fait au moins 6 ou 7 parce que j'ai fait de la recherche et développement, j'ai fait du commercial, j'ai animé des business units, j'ai été directeur général, je fais maintenant de la transformation. J'ai fait beaucoup de métiers et je pense que dans une entreprise, une fois qu'on y rentre par une porte et après, on évolue au sein de l'entreprise, dans les différents métiers de l'entreprise, un peu en fonction de ce qui vous plaît. Et quand ça vous plaît, vous le faites bien. Et si vous le faites bien, l'entreprise vous dit, ah ben, vous le faites bien, vous pouvez continuer. Donc, il faut toujours faire ce qu'on fait bien et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Une autre question? Mais si je peux compléter un peu sur cette question, il y a des cursus ingénieurs qui vont, enfin, les métiers accessibles avec le niveau ingénieur, master, mais il y a aussi tous les autres métiers plus appliqués où là, on fait les choses qui ne nécessitent pas de faire des classes prépa. Donc, par exemple, après le bac, ça va être un BTS, un BUT. Et si vous vous dites, ah bah oui, mais moi, je voudrais bien quand même finalement faire une école d'ingénieur, et bien il y a des passerelles Oui, il y a des qui passerelles. existent. Toutes les écoles d'ingénieurs en France, si ce n'est pas toutes, je ne sais pas lesquelles, ont des places. Il y a un nombre de places qui est alloué on appelle ça les admis sur titre. Donc, c'est des personnes qui viennent de licence, de d'IUT, exactement. Donc, maintenant, ça doit être les BUT. Mais voilà, donc, il y a vraiment des passerelles où, si au début, vous vous êtes dit, bah, moi, je me verrais bien faire une formation en 2 ou 3 ans, après, vous vous dites, bah, en fait, je voudrais bien continuer, ben, c'est possible. Et vous n'avez pas fait prépa. Mais vous tomberez avec des gens qui ont fait prépa, par exemple. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas un chemin, il y a de plus en plus de passerelles partout. Et voilà, c'est une vraie opportunité pour les personnes qui sont un peu potentiellement indécises. Moi, j'en profite quand même, Raphaël et Valentin. Raphaël, j'ai une question pour toi, mais quelle est la proportion des filles à l'école de chimie Paris-Tech? Alors, à Chimie Paris-Tech, dans notre promo, on est 50-50. C'est vraiment pareil. On est tous aussi intéressés les uns que les autres. Il n'y a pas un parcours où il y a plus d'un sexe de l'autre parce que nous, on est en 2e année, donc on a déjà choisi nos spécialités. Alors, ça va peut-être vous paraître barbare, mais il y a matériaux, biologie, procédés et le dernier, c'est orga. Et il n'y a pas un parcours où il n'y a vraiment aucun problème, on fait ce qu'on veut. Et même, je pense qu'on est très apprécié des recruteurs en tant que fille, parce que ce n'est pas forcément la majorité en général. Et peut-être une question pour vous deux, qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez choisi la chimie? Quel était l'élément déclencheur? Valentin, tu veux commencer? Alors moi, du coup, j'ai toujours bien aimé la chimie, que ce soit collège, lycée.
Et après, c'est vrai, du coup, j'ai fait prépa. Mais on a quand même, comme disait Vincent, il y a un tiers à peu près de la promo nous, qui vient pas de prépa, donc voilà. Mais du coup, la prépa, donc maths, physique, chimie, je me suis rendu compte que les maths, c'était pas mon truc. Et que la chimie, ce qui était bien, c'est qu'on apprenait vraiment comment était fait la matière, le vivant et tout. Enfin, c'était vraiment une composante, comprendre le monde un peu qui nous entoure. Bon, c'est un peu des des grandes paroles, mais en vrai, c'est un peu ça. Mais il y a aussi tout un côté où on peut travailler derrière sur la chimie et on peut améliorer à la fois ce qui existe déjà, voire même découvrir des choses, bah, que ce soit des médicaments, mais des nouveaux matériaux dans l'aéronautique, c'est aussi de la chimie. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper vaste et on n'en a pas forcément conscience avant d'y être vraiment. C'est un peu dommage. Ouais, alors moi, j'ai des parents qui travaillent dans la santé, donc j'ai quand même. C'était pas une voie tracée, mais ça m'a plu et du coup, c'est pour ça que je me suis à la base orientée vers la chimie et en fait, au lycée, j'ai été perdue. Du coup, j'ai fait prépa pour être originale. Et en prépa, oui, ça m'a confirmé que bah, je voulais faire de la chimie. Enfin, toutes les présentations des écoles, etc., ça me disait bien. J'étais bonne en chimie et du coup, je me suis orientée là-dessus et je regrette pas du tout. Et même maintenant, j'avais peur que je sois trop spécialisée en choisissant la chimie et même maintenant, je pense que je suis limite encore plus perdue que avant d'entrer en école. Mais du coup, dans le mot perdu que tu mentionnes, ça veut dire derrière, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, en deuxième année d'école d'ingénieur, dans quel domaine vous allez vous projeter dans le monde de la chimie, comme vous avez mentionné, c'est très large. Vous avez le droit de dire la santé ou autre, hein, mais si c'est la santé, on en sera très content, hein, bien évidemment. Mais est-ce que, justement, parce que c'est tellement large que ça laisse des gens, comme le dit Vincent, il y a différents métiers parce qu'il y a plein de compétences, mais la chimie, elle est également très large, en fait. Alors, le terme perdu n'est pas du tout négatif, hein, je tiens à le dire, c'est même positif, même si ça peut ne pas le paraître. Alors, du coup, évidemment, moi, à la base, je m'orientais vers la santé, mais j'ai vu d'autres choses, j'ai vu d'autres opportunités, et du coup, je sais plus trop ce que je veux faire après. Mais en choisissant la chimie, c'était ce que je voulais faire à la base. Raphaël. Valentin, excuse-moi. Et ben moi, du coup, je vais être original, j'aimerais bien aussi m'orienter vers la santé, enfin la pharma, donc les médicaments, hein, parce que même dans la santé, on découvre qu'il y a plein de domaines. Et après, bah, même une fois qu'on a choisi plus une branche, on peut se spécialiser plus en production, en recherche. Et bon, là, c'est encore compliqué à dire à l'école, puisqu'on n'a pas encore vraiment mis les pieds dedans. Mais voilà, c'est moi pour moi, je pense que j'aimerais aller vers la santé, mais ça peut encore changer d'ici la fin des études. C'est assez large. Parfait. Est-ce Et qu'il y a... c'est pas parce qu'on choisit une spécialité en particulier ou un domaine où on travaillerait plus tard qu'on ne peut pas changer dans notre vie future. Et je pense que c'est ce qui est bien montré ici par Vincent, comme il a fait plusieurs métiers. Est-ce qu'il y a des questions au fond encore? On peut en prendre encore une ou deux, je regarde le timing. N'hésitez pas, et puis si vous n'osez pas le faire, on est là pour vous. À l'heure actuelle, avec le nouveau bac, le plus intéressant, c'est de garder des spécialités physique SVT ou maths SVT. Physique maths, pardon. C'est la réforme du bac, en Et fait. dire, si imaginons on veut faire de la chimie plus tard. Maths physique. Maths physique, il n'y a pas de doute à avoir. Oui, pour la prépa derrière. Ouais. Là, oui, c'est physique-chimie, c'est pour ça que je dis maths physique. Et même si vous voulez faire de la biochimie plus tard, c'est pas grave si vous prenez pas SVT. Je pense que ce qu'on apprend en SVT au lycée est même pas comparable à ce qui existe en vérité. Donc, c'est pas grave si vous ne gardez pas la SVT, quoi. Désolée pour les profs.
Et aussi, la plupart enfin, nous, par exemple, pour rentrer en école d'ingénieur chimiste, il y a quand même plus de place dans les prépas maths physique que orienté SVT. Et je pense, alors là, que c'est plus facile de rattraper l'SVT que les maths, très honnêtement. Est-ce qu'il y a encore des questions? On ne vous voit pas trop en fait au fond, donc on ne voit pas s'il y a encore des questions. C'est quoi la différence entre biologie et biochimie? La biochimie, c'est davantage les techniques de fermentation qui est liée, c'est la chimie biologique en quelque sorte. Mais la biologie, c'est plus large et vous n'avez pas que les techniques de fermentation, vous avez également en biologie toutes enfin, tout ce qui est ADN et ou RNA, etc. Donc c'est voilà, c'est plus large. La biologie est plus large que la biochimie. Voilà. Je crois qu'il est temps de conclure, à moins qu'il y ait une question que je n'ai pas vue au fond. C'est bon. Merci infiniment pour cet échange. Merci de votre écoute. On est encore à votre disposition. N'oubliez pas de flasher, de prendre en photo le flashcode, c'est le site de votre pays. Et profitez-en. Nous sommes là pour vous aujourd'hui et demain. Voilà.